Bonsoir, les événements s'accélèrent sur le front du coronavirus. Dès demain, conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. Et puis dans la journée, Jean Castex recevra les dirigeants des partis politiques, ceux des syndicats entre autres, avant de nouvelles mesures qui doivent être annoncées cette fois mercredi soir. L'évolution de l'épidémie inquiète, pas seulement en France, c'est le cas partout dans le monde. Le gouvernement, depuis le début de l'épidémie, a été critiqué par l'opposition pour sa gestion de cette épidémie. Mais peut-il y avoir unité nationale sur un tel enjeu ? Parce que l'épidémie continue à se développer, il va falloir agir. On va en parler ce soir dans ce numéro d'audition publique, le rendez-vous politique chaque lundi pendant 1 heure. LCP, Public Sénat, Le Figaro, avec notre invité Alexis Corbière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On va revenir aussi sur les questions de terrorisme, de laïcité et sur le ton qui monte entre la France et la Turquie. D'abord l'épidémie de coronavirus. En tant que député, vous êtes à la fois élu national et élu de terrain. Est-ce que, au vu de ce que vous observez, on pourra éviter un reconfinement ? J'ai peur que non. Mais d'abord, ce dont je veux témoigner, vous l'avez sans doute vu comme journaliste, c'est la grande inquiétude chez les Français. Beaucoup de gens, des commerçants, des restaurateurs, des gens là sentent une inquiétude, sont inquiets pour leur profession. Et autant j'avais parfois l'impression lors du premier confinement qu'il y avait quelque chose un petit peu qu'on vivait collectivement et qu'il y avait une acceptation. Les gens se disaient c'est quelque chose de jamais vu et c'était une petite aventure collective. Là, je sens une inquiétude vraiment qui monte et avec aussi un doute. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est qu'il y ait de la discipline, c'est qu'il y ait un consentement à l'autorité aux décisions. Et là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et nous en avons porté quelques-unes. Comment en est-on arrivé là ? Car évidemment, vous allez me questionner, est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions qui sont faites ? Et moi, je n'invite pas les Français à participer à la débandade, notamment s'il y a des règles à 21h de confinement, acceptons-les, portons le masque, etc. Mais comment on en est arrivé là ? Alors ça, c'est un vrai sujet politique qui doit amener à ce que je trouve de la part du gouvernement, il y a assez peu de, comment je pourrais dire, c'est pas une question morale, mais de modestie dans le moment. Ils ont tendance souvent à nous répondre, mais les insoumis ou d'autres, je dis ça, mais oui, j'ai dit l'opposition dans non, ce mais sens. vous avez raison. Sans tirer le bilan de comment, je rappelle que les stratégies de confinement sont généralement des stratégies en raison de notre capacité d'accueil dans l'hôpital public, des lits de réanimation. Y en a-t-il de nouveaux qui ont été ouverts depuis le premier confinement que nous avons vécu ? Non. Alors, y a-t-il des moyens nouveaux qui ont été donnés ? Mais juste, vous dites ce soir. Pour vous, le reconfinement, on y va tout droit ? J'en ai peur, toutes les statistiques sont là. Moi, vous savez, il faut écouter les scientifiques. Il faut savoir aussi, dans ces cas-là, moi je ne participe pas à l'obscurantisme ambiant. Il y a des gens, des scientifiques. Alors, il est vrai que ce qui ne nous aide pas parfois, c'est qu'ils ont parfois des opinions contradictoires, parce que il y a à la fois des choses scientifiques et puis aussi des projections, des évolutions. Mais ce que vous craignez, c'est les conséquences du reconfinement ? Alors, non, mais déjà, il me semble, moi, de ce que je lis, que nous allons vers une situation de blocage, d'évolution significative indiscutablement, et nous allons devoir aller vers un confinement. Et moi, je suis d'avis que d'ores et déjà, on me dise vers un confinement, que j'ai envie de dire, à l'image de ce qui avait été fait la première fois, mais avec aussi des revenus de remplacement, parce que nous sommes dans une situation où moi, là, cette fois-ci, c'est l'élu de Seine-Saint-Denis qui parle, où le choc, il est particulièrement fort dans certains départements. C'était mon cas la première fois, un taux de mortalité 130% plus important qu'un an auparavant. Vous savez, on a beaucoup parlé des premiers de cordée, mais les premiers de corvée ont été particulièrement touchés et des mesures qui sont prises. Je vous vois vouloir m'arrêter, Francis Petit, pardon, mais passer la parole à par exemple, il y a un paradoxe, et je termine là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, le couvre-feu de 21h, par exemple, amène à ce qu'il y ait une concentration de salariés qui, devant respecter les consignes, se concentrent, notamment dans les grands centres urbains, sur les quais des métros, etc., et qui amène, à mon avis, à ce que ça participe à la diffusion du virus. Donc, il faut réfléchir à autre chose, télétravail, etc., on va en parler. Avec moi, sur ce plateau, Brigitte Boucher de LCP, Assemblée nationale. Bonsoir Brigitte. Francis. Et Steve Jourdain de Public Sénat. Bonsoir Steve. Bonsoir. Steve, c'est vous qui posez la première question. Oui, Alexis Corbière, vous dites qu'il faut écouter les scientifiques. Officiellement, il y a plus de 50 000 nouveaux cas de Covid en France sur les dernières 24 heures. Le professeur Delfrécy parle, lui, d'environ 100 000 cas à qui il faut faire confiance. Non, mais que ce soit l'un ou l'autre, pardon de cette... c'est pas la même chose. Du simple au double, quand même. Non, mais on est face à quelque chose de très significatif. Non, mais ne demandez pas à un parlementaire sur ces grotesques. Moi, j'ai fait des études d'histoire. La vérité Donc vous doit êtes être un scientifique. entre les deux. Non, mais la vérité doit être entre les deux. Les deux chiffres nous disent qu'il y a une évolution très significative de toute manière. Et que les stratégies utilisées jusque-là n'indiquent pas la progression de la circulation du virus. C'est ce que moi, je comprends. Donc, toutes les stratégies un peu, pardon, cette expression de couper, y compris la poire en deux, en disant continuez à aller travailler, mais enfin, à partir de 21h, tout ce qui est les activités culturelles, sportives, n'en faites plus. Par contre, continuer à aller travailler ne fonctionne pas. C'est pas aux politiques de prendre les décisions. Vous dites, je m'en remets aux scientifiques. À un moment, c'est. Non, mais là, vous me demandez de décident, trancher. Est-ce qu'on est à 50 000 ou 100 000 Pardon, c'est pas En moi. tout cas, politiquement, l'Assemblée nationale. Politiquement, là, vous avez raison. Moi, si vous me demandez ce qu'il faut faire, je pense que nous sommes arrivés à une situation. Mais je répète, en fonction de non-décisions qui ont été prises.
écoutez, Jean-Luc Mélenchon l'a répété quasiment comme un gimmick, il faut planifier. Quelle planification en termes de circulation de masques, notamment de tests, il fallait tester. L'Assemblée nationale a adopté la prolongation de l'état d'urgence, votre groupe ne l'a pas voté, il n'y a pas urgence selon vous ? Mais parce que voter, c'est donner un accord politique. Nous avons voulu manifester par ce vote le désaccord que nous avions de la méthode. Pour le moment, il y a assez peu de débats, et c'est d'ailleurs regrettable. Moi, je suis quand même à la fois un parlementaire et je défends le parlementarisme. Le parlementarisme, c'est la possibilité de mettre en débat collectif certaines décisions. Là, on nous demande de voter sans qu'il y ait un échange. C'est un échec de M. Véran de ne pas avoir créé les conditions, notamment de multiplier les tests. Mais je ne parle pas là récemment, depuis des mois, pour que les tests soient multipliés, que les masques soient multipliés. Ça, c'est le passé. C'est plutôt les résultats. Non, mais ça, c'est le passé, c'est des mauvaises décisions politiques. Quelle stratégie d'isolement nous avions mais maintenant, on fait quoi ? Je termine. En réquisitionnant des hôtels, par exemple, lorsque nous avions des cas de Covid pour que les gens soient isolés. Cette stratégie n'a pas été mise en œuvre. Combien de lits supplémentaires, Monsieur Véran, qui a un style souvent, vous savez, extrêmement, lui, il sait, nous sommes tous des ignorants, combien de lits supplémentaires ont été faits ? Vous êtes journaliste, vous le savez comme moi. Aucune augmentation. Donc, comment on arrive à une situation de blocage, on dit, regardez, M. Corbière, M. Mélenchon, que faut-il faire d'autre ? Alors, justement, si mais la politique... il y a un reconfinement. Est-ce qu'il faut, selon vous, fermer les établissements scolaires ou les laisser ouverts ? Je pense que s'il y a un confinement, évidemment, les établissements scolaires sont un lieu de circulation du virus. On en est là. Donc, il faut les écoles. Sans doute qu'on va voir les décisions qui sont prises, on va écouter les scientifiques, mais si on va vers un confinement, je pense que ce confinement ne doit plus être un confinement de demi-mesure, mais un confinement significatif. Mais attention, avec des revenus de remplacement, avec une aide économique significative. Et donc, école, collège, lycée, vous ne faites pas de différence, je vois pas comment tout. Mais moi, ce que je ne vois pas, et c'est la leçon que je tire de ces quelques semaines de demi-confinement, ça n'a pas bloqué la circulation du virus. Tout le monde, et moi j'écoute les scientifiques, nous disent attention, danger. Et ceux qui sont en première ligne dans les hôpitaux nous disent là on est arrivé à 90% d'occupation des lits. Si je ne dis pas de sottises, je crois que c'est le cas dans mon département et c'est le cas dans beaucoup de départements. Et des plans blancs déclenchés. Avouez que ce serait un peu curieux qu'on dise on va confiner, mais les jeunes vont continuer, notre jeunesse, les enseignants vont continuer. Là il y a quelque chose qui, de mon point de vue, manquerait de cohérence. Mais là encore, je vais écouter les professionnels, les spécialistes, on va voir. Mais si c'est une stratégie dont souvent j'ai l'impression que c'est business d'abord, c'est-à-dire on est gêné. On impose le télétravail alors ? Je crois que oui, là, et pas seulement, on le suscite, tel que Madame Borne le disait, elle l'encourageait avec des mesures qui n'étaient pas contraignantes sur le plan juridique. Moi, je pense, il faut autant que possible. Tous les métiers ne permettent pas le télétravail. Mais partout c'est possible. Partout c'est possible, effectivement. Alors pourquoi pas donner plus de pouvoir d'ailleurs aux salariés, au sein de l'entreprise, via les différentes instances qui ont été affaiblies que les salariés, partout où c'est possible, que ce soit mis en place. Je crois que là, il faut une stratégie de choc face à une situation qui est assez préoccupante. Steve. Samedi, dans l'hémicycle, votre collègue François Ruffin mettait en garde contre un point de rupture. Et ami. Ça, c'est votre problème. Mettait en garde contre un point de rupture possible dans l'acceptabilité des mesures par la population. C'est votre avis aussi ? C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez bien compris que je suis un opposant, mais en même temps, la question qui est importante, c'est le consentement à l'autorité. Et avouez qu'il y a eu ordre, contre-ordre et désordre, comme on apprenait quand on était à l'école, vous savez. C'est-à-dire que... Ou à l'armée. Non, pardon. Pour ceux qui ont fait l'armée. Ça peut rappeler des mauvais souvenirs, mais qu'importe. C'est-à-dire que si vous dites le masque ne sert à rien, vous avez suivi cet épisode, puis après il faut mettre le masque, ou alors à l'inverse, que vous aviez des stratégies, il faut tester, puis en fait on ne crée pas les moyens de tester, etc. Bon, il y a eu des choses qui apparaissaient peu compréhensibles. Vous vous souvenez, on fermait certains endroits, des lieux culturels, pas d'autres qui avaient des autorisations. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui seraient tentés de ne pas respecter les nouvelles restrictions qui arrivent ? Moi, je ne peux rien leur dire d'autre que ce virus est indiscutablement dangereux. Je ne jouerai pas avec la santé des gens, même si je pense qu'il y a une stratégie qui est un échec à l'heure actuelle du gouvernement. Je ne suis pas un irresponsable. Moi, j'ai connu des gens de mon entourage qui sont décédés lors de la première fois en Seine-Saint-Denis, des responsables politiques, etc. Je n'ai pas envie de dire aux Français, ça n'est pas grave, ou l'incompétence de ce gouvernement doit entraîner à ce que nous échangions un virus qui est potentiellement dangereux sur certaines personnes. Vous parlez d'échec, d'impréparation du gouvernement. Quand on regarde ailleurs, les autres pays européens font à peu près comme nous. Il y en a même qui ont déjà reconfiné, d'autres où les couvre-feux sont bien plus sévères qu'en France. Qu'est-ce qu'on a fait de moins bien finalement ? Une incompétence française n'engage pas que les autres ne le soient pas. Tous collectivement, on a tous échoué. Madame Boucher, oui, vous savez, vous avez parfois des politiques assez similaires sur le plan économique d'un pays à l'autre. Moi, ce que je veux dire, c'est que je me souviens quand Jean-Luc Mélenchon disait qu'il y aurait une deuxième vague. Il s'est fait moquer, railler. On aura peut-être tout à l'heure un collègue, vous travaillez à Public Sénat, le sénateur Maluret, connu pour son humour hilarant. C'était moqué de Jean-Luc Mélenchon en disant « Monsieur Mélenchon, diplômé de l'université de la Havane, nous prédit un second confinement ». Vous vous souvenez, ça avait buzzé, parce que l'homme
Même s'il a plus de moustache, il a gardé son humour. Bon, avec le recul, j'espère qu'il a un peu tiré la leçon que à crétin, crétin et demi. Et peut-être que la bonne vanne aurait peut-être nécessité, je crois qu'il est médecin en plus, monsieur Maluret, à voir, parce que vous savez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas médecin, mais Jean-Luc Mélenchon consulte, écoute et du coup, qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Je vous répète, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de se poser la question du bout de la chaîne du virus, c'est savoir d'où il vient. Et en testant. Ce que nous cessions, non, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas eu une véritable politique de test significative. Et avouons que cet été, dans la chaleur un peu du mois de juillet-août, il y a eu un moment de relâchement généralisé que le gouvernement n'a pas pris en compte. Écoutez, on est tous partis en vacances où on a vu le masque n'était pas porté et il y avait plutôt un sentiment que, hormis quelques grincheux du type ce Mélenchon qui ne comprend rien, personne n'imaginait qu'il y aurait une deuxième vague. À ce moment-là, nous aurions dû prendre la mesure des tests, je le répète, réquisition d'hôtels, par exemple, pour les gens qui étaient testés positifs, politique, effectivement, de masques plus importante, création de conditions d'accueil plus importantes dans l'hôpital public, notamment sur les lits de réanimation. Est-ce que ce que je viens de dire a été fait? Non. Alors évidemment, une fois que vous arrivez à une situation catastrophique, on est dans une situation aujourd'hui qui me semble être assez inquiétante. Et moi, je ne suis pas un matamor ou je fais pas le malin. Il y aura peut-être des mesures sur lesquelles on va se retrouver avec le gouvernement, mais je dis la responsabilité de cette dégradation des choses, c'est la leur. Alors, c'est la situation sanitaire, il y a les conséquences économiques. C'est peut-être là que vous allez vous retrouver avec le gouvernement. Oui, le plan de relance, c'est 100 milliards. Ce ne sera pas suffisant, j'imagine? Mais il n'y a pas 100 milliards. On est d'accord. Sur 2 ans. D'accord. Oui, c'est même 21 milliards. Non, mais parce que ça, c'est les chiffres. Ça, que l'ORTF gouvernemental balance des chiffres, la réalité, c'est que c'est 21 milliards qui sont injectés dans notre économie. C'est à vous rappeler une époque. Non, mais la vérité des chiffres, c'est là. Bon. Ensuite, comment dirais-je, les prévisions du gouvernement restent quand même pour l'année prochaine que le PIB réaugmente de combien? 8%. Alors que nous venons d'en perdre 10. C'est assez audacieux. Et puis finalement, il y a assez peu de choses qui sont injectées dans les besoins réels. Combien vous auriez mis sur la table, vous? Vous prenez, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne ou d'autres pays, il y a des sommes beaucoup plus importantes. Je crois qu'ils en sont à combien? Eux, ils en sont à je veux pas dire de sottise, j'ai le chiffre qui ne me vient plus, mais des sommes beaucoup plus importantes. Je crois qu'on est à 30 milliards ou à 300 milliards, si je dis pas de sottise. Pardon, qui sont une stratégie de choc et de relance de l'économie, puis y compris qui passe par aussi passant à une politique de l'offre, aussi susciter une politique de la demande, en aidant notamment au niveau des salaires, en évitant qu'il y ait des trappes de précarité, en mettant le paquet notamment sur la pauvreté. Cette fois-ci, je remets ma casquette d'élu de Seine-Saint-Denis, parce qu'on est passé de 8 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté à 9 millions. Ça va augmenter. Beaucoup d'associations sur le terrain demandent l'augmentation du RSA et notamment sa généralisation pour les jeunes. Alors, tout cela pourrait être fait. Attendez, je termine sur une chose, par exemple, sur les loyers, là aussi qu'il y a un moratoire sur les loyers, parce que moi je le vois, le choc qui est en train d'avoir lieu. C'est la dégringolade successive de gens. Il y a ceux qui sont dans des emplois, là encore, non pas privilégiés, mais des emplois qui sont stabilisés. Mais vous avez toute une série de gens qui sont dans une économie informelle, dans des petits boulots, etc. Et l'onde de choc va être terrible. Je le vois à la lumière notamment d'une chose, de ces formidables associations sur le terrain. Vous savez, Secours Populaire, Secours Catholique, je ne vais pas en faire toute la liste, les Restos du Cœur, qui voient le nombre de gens qui sont vers eux exploser. Et là-dessus, les moyens qui sont mis sont assez faibles. On va faire un petit peu plus court sur il y a des moyens qui sont mis sur la baisse des impôts de production et notamment pour les entreprises. Et il y a des députés de la majorité qui défendent dans un amendement des contreparties à cette baisse des impôts de production. Est-ce que vous avez l'impression que parfois, finalement, vos arguments sont entendus par certains députés de la majorité ? Alors, comme il faut faire vite, les impôts de production, avouons que c'est une vieille revendication du MEDEF qui n'avait rien à voir avec la crise du Covid. Il y a toujours parfois un effet d'opportunité. Et j'observe que toutes ces aides publiques, c'est-à-dire de l'argent public, le vôtre, celui de M. Jourdain, M. Letellier, le nôtre, est parfois fait en cadeau à des entreprises qui après licencient. Et là, justement, des députés de la majorité qui font un amendement pour des contreparties. C'est ce que vous demandez. Miséricorde, s'ils voient la lumière et s'ils viennent à conditionner des aides publiques à des conditions sociales, voire même environnementales, c'est pas moi qui vais dire le contraire, d'accord? Si ça vient, oui, moi, vous savez, je suis toujours pour voter tout ce qui est utile, mais avouez que ça n'est pas la pente qui est prise depuis un moment. Le plan de relance... Il n'y a ni plan ni relance, en vérité. Il y a quand même 100 milliards qui sont sur la table, sur 2 ans. Non. Je vous ai entendu. Le PS et les communistes, eux, disent qu'ils pourraient s'abstenir sur le plan de relance. Vous,
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, on va voir, il y a une bagarre d'amendements qui est faite. S'il reste en l'état, je ne le voterai pas. Si on arrive à remporter des victoires, avec, vous citez toute une série... Vous ne le voterez pas, c'est-à-dire vous abstenez ou vous votez contre? Là, à l'heure actuelle, moi, je voterai contre. Mais peut-être que dans la bataille parlementaire, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Non, mais moi, j'ai envie de donner la chance au produit, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire que si on est entendu sur un nombre de sujets, moi, je suis pas là pour... S'il y a des choses qui peuvent être utiles à nos concitoyens, j'en ai fait la liste et vous demandez d'être court, mais je pense notamment à ceux qui tombent dans des trappes de pauvreté, etc. On verra. Si par contre c'est en l'état, un effet d'aubaine, y compris pour un certain patronat, et une aide assez faible pour un petit patronat, là par contre, comptez pas sur moi pour aider. C'est clair. Alors, vous savez qu'il y a aussi depuis quelques heures maintenant une pression qui monte entre la France et la Turquie, avec Erdogan qui multiplie les accusations contre Emmanuel Macron. Il a appelé aujourd'hui au boycott des produits français également. Mais ça fait réagir, en particulier en Europe, Brigitte. Oui, parce que cet après-midi, les dirigeants européens ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous rassure, vous, que la France soit ainsi soutenue? Les propos de M. Erdogan sont scandaleux. Donc il va de soi que M. Erdogan doit baisser d'un ton. Maintenant, je rappelle que M. Erdogan, il fait partie de l'OTAN. Avec nous. Nous sommes dans une alliance militaire avec M. Erdogan. M. Erdogan, c'était en octobre 2019, a fait bombarder des positions françaises en Syrie. D'accord? Donc ça fait un moment que le ton monte. Et ça fait un moment que nous aurions dû déjà faire entendre à M. Erdogan notre grand désaccord avec des décisions assez fermes. Je rappelle, alors ça a cessé depuis 2019, mais en 2018 encore, nous avions donné pour près de 600 millions d'euros d'armes à la Turquie. C'est dans le cadre de l'OTAN. Mais c'est pas. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est parce que le député que je suis est membre de la commission défense et armée. Nous demandons depuis un moment que nous arrêtions de participer à l'OTAN, qui est une alliance militaire sous hégémonie américaine. On pourrait rentrer dans le détail tout ce que ça signifie. Mais ça n'était pas la question de Brigitte. C'est la question. Non, c'est pas la question de Brigitte. Je ne suis pas d'accord pour être dans une coalition militaire avec M. Erdogan. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes rassuré de voir que tous les dirigeants européens soutiennent Emmanuel Macron? Rassuré si vous voulez, oui, mais si c'est un soutien verbal. Et si après ça continue, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que nous sommes encore dans une alliance militaire, que M. Erdogan se permet d'avoir de faire des choses irresponsables contre nos propres troupes, eh bien, tant mieux. Mais la Turquie doit quitter l'OTAN? Moi, je suis d'avis que la France quitte l'OTAN et que la France trouve une position indépendante sur toutes ces questions géopolitiques. Et nous ne sommes pas dans une alliance qui nous lie les mains. Normalement, écoutez, ce qu'a fait y compris M. Erdogan, je pourrais en faire la liste, je pense notamment à nos amis kurdes et à beaucoup de sujets sur lesquels cet homme, la politique qu'il mène est absolument irresponsable. Le rôle de leadership qu'il veut jouer sur le monde musulman est irresponsable. Alors justement, c'est quelqu'un qui est un adversaire politique de la France. Justement, parce que Erdogan, il a aussi parlé des musulmans aujourd'hui. Erdogan, il nous dit aujourd'hui que les musulmans en Europe sont traités comme les juifs avant la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est absurde. C'est absurde. C'est irresponsable, c'est ne pas connaître l'histoire. Enfin, vous connaissez mes positions, on va peut-être en parler tout à l'heure. Qu'il y a en France de nos concitoyens musulmans, pour dire les choses, qui sont parfois victimes de discrimination, c'est une réalité. Comparez cela avec les années 30, avec ce que l'Europe a connu vis-à-vis des Juifs, des législations antisémites, la Shoah, etc. Bon, c'est un vocabulaire absurde, irresponsable, qui ne correspond à rien et qui déshonore celui qui le porte. Ça n'empêche pas qu'une fois qu'on a dit ça, on doit aussi, d'un seul coup, ne pas passer complètement de l'autre côté du cheval et considérer qu'il n'y a pas aussi parfois un climat qui consiste à considérer que islamisme égale islam, etc. Mais on va en parler sans doute tout à l'heure. CSM nous dit aujourd'hui aussi, il y a quelques jours, que les musulmans en France ne sont pas persécutés. À la bonne heure. Non, mais je veux dire... Vous faites le même constat ou... Non, mais globalement, on ne peut pas dire qu'en France, il y a des législations contre les musulmans. Mais après, j'aimerais, et on va, j'imagine, aussi en parler... Oui, frère, tout à l'heure... Considérer aussi qu'il est vrai qu'il y a en France, parce qu'il y a des forces d'extrême droite qui sont là, qu'il y a un discours xénophobe, et en particulier contre les musulmans qui se développe. Ici, on a LCP, on est bien, et je prends plaisir à être avec vous, mais il y a d'autres chaînes d'information... Et Public Sénat aussi, parce qu'on est les deux. Pardon, et Public Sénat. Mais aujourd'hui, il y a une donnée nouvelle, c'est que vous avez une chaîne de télévision d'information qui diffuse en permanence un discours d'extrême droite, xénophobe, et je parle de CNews, et que ça pose un problème dans le débat public. Non, mais c'est un élément nouveau. Faut interdire il est de bon ton. Non, peut-être pas, mais je veux dire, c'est un problème que dans le débat public se dit des choses absolument scandaleuses, avec des calomnies qui ne cessent de venir, ou sitôt qu'un homme comme moi manifeste parce qu'on tire sur une mosquée, comme c'était le cas à Bayonne, islamo-gauchiste, complice des islamistes, collabore, le débat devient fou. Alexis Corbière et la France Insoumise, vous êtes au cœur d'une polémique sur l'islamo-gauchisme. Attendez, d'une campagne de calomnie, c'est pas une polémique, c'est une campagne de calomnie. C'est vous qui le dites. Alors, oui, c'est les faits, la raison. Parce que l'an dernier, vous avez participé à une manifestation contre l'islamophobie, c'était le 10 novembre dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez redescendre dans la rue pour les mêmes raisons,
contre l'islamophobie. Alors, Brigitte Boucher, la raison de cette manifestation était le fait qu'un homme, qui par ailleurs était un ancien élu du Rassemblement national, avait tiré au fusil sur une mosquée à Bayonne. Je manifesterai toujours pour protester contre le fait que certains de nos concitoyens, en raison de leur conviction spirituelle, de leur religion, soient agressés. Même aux côtés des salafistes et des frères musulmans. Alors, si une synagogue est agressée, je ferai pareil. Ensuite, aux côtés des salafistes et des frères musulmans, je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez? Du CCIF, notamment. D'accord, alors ça n'est pas exactement, mais on va dire deux mots. Alors, Monsieur Darmanin a fait meeting en 2013 avec le CCIF. Est-il un allié des salafistes et des frères musulmans? À Tourcoing, vous voulez dire? À Tourcoing. Monsieur Delevoye, ancien ministre et qui a fait un trajectoire, a signé une tribune. La dissolution du CCIF. Attendez, a signé une tribune. Moi, ce que je n'ai jamais fait en 2015 avec le CCIF. Est-ce que ces deux membres du gouvernement qui ont fait meeting commun, pas pour apporter la contradiction, ou qui ont signé une tribune avec le CCIF, sont-ils des alliés des salafistes? Le sont-ils, Madame Boucher? Il faudra leur demander. Demande la dissolution aujourd'hui du CCIF. Non mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça rend ces deux ministres? Mon avis, tout le monde s'en fout. C'est vous qu'on veut entendre. Non mais attendez, oui d'accord, mais les mêmes qui m'attaquent, si le fait d'avoir manifesté avec des gens me rend, c'est complètement fou. Je vais vous faire un autre aveu. Quand j'ai manifesté suite à l'assassinat de Madame Knoll, assassinée parce que juive, dans cette manifestation, il y avait des gens, je pense à Madame Le Pen, avec laquelle j'ai un désaccord total. Pour autant, ça ne me rend pas complice de Madame Le Pen. Dans cette manifestation qui était contre l'antisémitisme, des gens ont hurlé Israël vaincra en soutien au gouvernement israélien. Bon, Alexis Corbière, est-ce qu'il faut dissoudre aujourd'hui le CCIF? Alors je vais dire les choses clairement. À ce stade, pour après avoir lu énormément sur le sujet, y compris tous les jours, je ne vois pas, moi je ne dispose pas des éléments pour quelles raisons il faudrait dissoudre le CCIF. Le CCIF a un projet, une vision de la société qui n'est pas la mienne. Je vais vous dire les choses très clairement telles que je le pense. C'est-à-dire que moi je ne suis pas favorable à ce que les gens s'organisent en fonction de leur culte pour se défendre contre une discrimination. Je suis un républicain et je suis pour des associations qui luttent contre les discriminations et je ne vois pas d'un bon œil quand les gens s'organisent parce que vous voulez pour lutter uniquement, par exemple, en disant une association de juifs qui lutterait contre l'antisémitisme. Ben, personnellement, le républicain que je suis n'approuve pas. Une association de musulmans contre de racisme anti-musulman. Mais c'est pas pour ça qu'il faut. Voilà. Mais pour autant, alors par exemple, parce que cette question-là, non mais je voudrais terminer là-dessus. Par exemple, j'ai fouillé sur le compte Twitter du CCIF. Ils défendent, ou du moins ils se sont opposés à la fermeture d'une école à Bobigny. Moi, je ne suis pas d'accord avec le CCIF. Cette école clandestine, dans laquelle des enfants entre 3 et 10 ans apprenaient le Coran, je suis pour la fermer. Et ça n'est pas du racisme anti-musulman. Mais c'est pas pour ça qu'il faut supprimer le CCIF. Mais pour autant, une fois que j'ai dit tout ça, à ce stade, je n'ai pas d'éléments pour savoir s'il faut, et ça me semble curieux, à tel point même que le même ministre qui disait qu'il faut le fermer, 3 jours après, qu'il faut dissoudre le CCIF, 3 jours après a dit qu'il faut dissoudre le collectif Cher Yassine, collectif antisémite, avec lequel moi je n'ai vraiment, et je suis même sidéré que ce truc-là existait encore, et que même Monsieur Sefraoui, le responsable du collectif Cher Yassine, pouvait même rentrer dans un établissement scolaire, c'est le drame qui s'est passé avec Monsieur Samuel Paty, sans qu'immédiatement s'alerte du point de vue des renseignements territoriaux, le fait qu'un homme antisémite, un militant, voyez ce que je veux dire. Et là-dessus, il y a une défaillance. Il n'y a rien pour vous qui puisse entraîner la dissolution du CCIF. Avez-vous des éléments? Non, mais vous, vous n'en avez pas. Vous dites qu'il n'y a pas de raison pour l'instant de dissoudre le CCIF. Je dis, je ne dispose pas de ces éléments. C'est une affaire sérieuse de dissoudre l'association. Parce que vous savez, dans ce pays, même mes adversaires, je ne suis pas pour qu'ils soient dissous comme ça. Donc je demande à voir quels sont les éléments juridiques. Bien. Et j'ai l'impression que le gouvernement recule parce que lui aussi, il n'a pas beaucoup d'éléments. Merci Brigitte. Pardon, merci Steve. Et à lundi prochain, si tout va bien. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, lui, veut que la journée de rentrée des vacances de la Toussaint, le lundi 2 novembre, soit un moment de réflexion sur les valeurs de la République et sur la liberté d'expression en France. En plus d'un hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné par un islamiste tchétchène il y a 10 jours à Conflans-Sainte-Honorine. Et le ministre de l'Éducation nationale a soumis une idée, que les parlementaires participent à cette journée. Est-ce que vous iriez ? J'aimerais, et je me suis tourné vers 3 établissements scolaires de ma circonscription, notamment à Montreuil. Vous savez, on rentre pas comme ça, et tant mieux dans les établissements scolaires, il faut demander aux différents responsables, donc j'en ai fait la demande, je ne sais pas où j'irai, je trouve que ce serait un beau geste. Voilà. Que tout le monde y aille. Mais à condition que l'équipe pédagogique aussi soit d'accord, qu'il y ait un petit projet derrière, qu'on arrive, parce que si c'est pour, comment dirais-je, parader, je crois que ça servira à rien. Mais si ça peut être utile à un débat, moi je suis favorable. Donc vous voyez, si l'occasion... Et tous les députés, la France Insoumise, iront. S'ils en font le vœu, oui, je trouve que ça aurait une certaine tenue, qu'on puisse aller. Il n'y aura pas certains parmi vous qui diront non, j'ai pas envie d'y aller. Vous pensez que ce sera unanime?
Bon, ça, j'en sais rien, mais je veux dire, je pense que ça fait sens d'y aller. En plus, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je suis prof d'histoire depuis 25 ans, c'est mon métier. Oui. Donc, quelque part, au-delà du parlementaire, moi, j'ai envie, vous savez, de discuter avec des collègues, avec des jeunes, pour voir comment ils ont pris ça, c'est un drame. Et si, symboliquement, parce que ça changerait pas grand-chose, ma présence permet qu'on puisse discuter, j'en serai. Donc, on prend date, tous les deux, et on verra, parce que, là encore, j'ai écouté ce qu'a dit monsieur... D'ici là, il y aura peut-être le reconfinement. Oui, en plus. Et puis, j'ai entendu ce qu'a dit monsieur Blanquer. Pour l'instant, il dit qu'il a vu les syndicats, et il a bien raison, pour cadrer un peu les conditions de cette rentrée. Donc vous attendez aussi le cadrage. Je vais pas faire n'importe quoi, oui, ça c'est clair. Bonsoir Yves Tréhard. Bonsoir Francis. Éditorialiste et directeur adjoint du Figaro qui nous rejoint tous les lundis soirs. Je voulais revenir sur la Covid, puisque c'est féminin d'après ce que nous a dit l'Académie française. Il semble qu'il y ait les deux usages soient possibles finalement. Tout à fait. Il y a des actions en justice qui ont été conduites et qui sont ouvertes, à la fois devant la Cour de justice de la République, mais aussi devant le parquet à Paris. Est-ce que, à votre avis, les responsables politiques doivent être pénalement poursuivis dans le cadre d'une affaire comme celle-ci, de santé publique? Vaste débat. Je veux dire les choses. La Ve République et son caractère d'irresponsabilité des responsables politiques crée une telle situation de blocage que des citoyens n'ont d'autres moyens que d'attaquer en justice ou du moins de porter plainte. Donc je ne m'oppose pas à ça, je comprends la démarche. Je pourrais dire que philosophiquement, je ne suis pas pour judiciariser l'action politique. Mais quand on a des gens qui ne veulent jamais rendre de compte et qui en plus ont eu, il y a eu des déclarations, je pense à l'ancienne ministre de la Santé. Les élections sont faites pour ça. Ouais, mais pas seulement. Et puis on a eu une ministre de la Santé, j'oublie son nom à l'heure où je parle. Madame Buzyn, qui quand même avait fait des déclarations, je ne sais pas si c'était sous le coup de l'émotion, disant qu'elle savait et que ça a eu lieu. Bon, ça mérite quand même d'aller voir de plus près pour quelles raisons toute une série de choses n'ont pas été faites, les mauvaises décisions ont été prises, ça a quand même coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens, et je crois que ça mérite effectivement qu'il y ait une clarté qui soit faite là-dessus. Est-ce que ça ne discrédite pas l'action politique? Est-ce que ça ne contraint pas justement les acteurs politiques justement à ne pas prendre de décision Moi, je crois qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, comme vous dites, c'est-à-dire le gouvernement, rendent peu de compte en vérité à nos concitoyens. Vous savez, je suis pour en finir avec cette Ve République, je suis pour des institutions qui donnent plus de pouvoir d'interpellation aux citoyens, je suis pour un citoyen qui ait des pouvoirs civiques entre deux rendez-vous électoraux. Vous savez, notre idée, on se connaît, on a déjà échangé, ou que ce soit moi ou d'autres de mes amis, l'idée de pouvoir, le droit de révoquer les élus en cours de mandat, si un certain nombre de nos concitoyens le demandent, et l'idée que le citoyen puisse aller voir les décisions qui sont prises en son nom. Vous savez, moi je suis de la vieille école, je suis un républicain et très attaché à la Révolution française. C'est le peuple, le souverain. Et le responsable politique est là au service du peuple. Et beaucoup de décisions qui sont prises, on oublie que le souverain c'est le peuple, que c'est à lui qu'on doit faire la clarté sur toutes les mesures. Ce pouvoir de révocation pourrait s'appliquer alors dans le cadre de la Covid? Dans des conditions. Si un certain nombre d'électeurs le demandent, moi c'est pas non plus... Pourriez vous en faire l'écho? C'est pas non plus, oui, que les choses soient claires, on ne peut pas aborder tous les sujets, mais le droit de révoquer, c'est si un nombre significatif de citoyens le demandent, que l'on puisse éventuellement, après, opérer à une nouvelle élection. Mais globalement, avouez, même si j'ai dit que, évidemment que intellectuellement, l'idée de tout judiciariser dans la politique ne me plaît pas. Mais à l'inverse, quand des mauvaises décisions sont prises, un coup on n'a pas de masque parce qu'il faut pas les mettre, et puis après on en a, mais on vous les diffuse pas, et on s'aperçoit qu'en vérité il n'en a pas, etc., etc. Je veux dire, au bout d'un moment, le citoyen est en droit de dire, mais une telle gabegie mérite quand même des explications. Voilà où j'en suis. Yves. Alexis Corbière, l'islamisme, est-ce que c'est un danger mortel pour une démocratie? L'islamisme, c'est-à-dire une religion qui veut se mêler de politique, diriger un pays, une région, etc., c'est effectivement un danger mortel pour la démocratie, pour une conception républicaine. Et c'est effectivement aujourd'hui, surtout qu'on a un islamisme politique qui est violent, indiscutablement, qui utilise le terrorisme, qui mène une guerre, comme on dit, asymétrique, du faible au fort, dont une des stratégies est de nous faire peur, de créer des clivages dans le pays, de chercher à solidariser des gens avec ce genre de crimes affreux. Et on doit garder du sang-froid dans ces moments-là pour être efficace contre le terrorisme islamique, à savoir frapper les coupables et en même temps comprendre que c'est pas le moment de perdre nos principes républicains. Et quand un État vient soutenir justement cette revendication militante de l'islam politique, est-ce que ça ne devient pas extrêmement dangereux? Est-ce qu'il faut rompre nos relations diplomatiques avec la Turquie? Vous évoquez quoi? La Turquie? Mais pardon, là peut-être que j'ai raté une information. Est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques? La Turquie s'est revendiquée du crime de Samuel Paty? Non, mais elle l'a pas condamné formellement. Oui, alors Erdogan aujourd'hui. Oui. Erdogan aujourd'hui a dit. Mais il a quand même. Mais moi, il déteste. Il le dit presque dans ces mots-là, le discours, par exemple, qu'a prononcé le président de la République à la Sorbonne mercredi dernier.
Alors, moi, vous m'avez entendu tout à l'heure, j'ai parlé déjà d'Erdogan. Je pense que le fait que nous soyons dans une coalition militaire avec la Turquie dans le cadre de l'OTAN... Il faut sortir de l'OTAN, vous dites. Oui, il faut sortir de l'OTAN. Et rompre les relations diplomatiques. Et il est hors de question d'être dans la roue de cet État et des provocations politiques, diplomatiques de la part de M. Erdogan, qui en plus aujourd'hui, par ses provocations multiples, mais on a beaucoup glosé sur ces mots peu aimables envers le président de la République, il y en avait déjà eu des comparables il y a mais rompre nos relations diplomatiques avec la Turquie. Tendre les situations avec lui, oui, sans aucun doute. Moi, je suis pour que nous n'acceptions pas cette situation. Mais vous savez, d'ores et déjà, c'était en octobre 2019, Jean-Luc Mélenchon avait fait un discours à l'Assemblée nationale suite au fait que l'armée turque avait bombardé certaines de nos positions françaises dans lesquelles nous demandions que des mesures soient prises contre la Turquie. À ce moment-là, tout ça, c'était... Alors, deux ou trois questions. Manuel Valls, vous savez que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Enfin, il s'est beaucoup prononcé là-dessus. La laïcité lui tient à cœur. C'est ça le sujet. Il en parle beaucoup. Dit deux choses. Un, il est pour l'interdiction des accompagnantes voilées dans les sorties scolaires. Est-ce que c'est votre cas? Non. Non, je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité. Manuel Valls n'est pas un vrai laïc. C'est un homme qui, par ailleurs, s'est fait connaître quand il était élu à Évry comme étant très clientéliste. Il avait, par exemple, contourné la loi de 1905 pour permettre la construction d'une cathédrale à l'époque, dans une astuce qui consistait à faciliter, parce qu'il y avait un petit musée à côté, on finançait le culturel et l'on permettait que soit financé le cultuel. Et je développe pas de quelle manière cet homme, quand il est en responsabilité, est assez clientéliste. Bon. Moi, la laïcité, c'est la claire distinction entre ce qui est la sphère privée et la sphère publique. Pas de religion dans la sphère publique. Ils n'ont pas à se mêler de politique. Pas de financement public des religions. Une sortie scolaire n'est pas une sortie scolaire, à partir du moment où l'école dit « nous n'avons pas assez de personnel, donc nous ne pouvons faire cette sortie que si des parents, prenant sur leur temps, nous accompagnent. » Donc ils ne sont pas fonctionnaires. Donc à partir de là, les parents viennent comme ils veulent, comme ils sont du moins. Sauf si éventuellement, évidemment, un parent venait et faisait du prosélytisme politique, religieux à l'occasion de cette sortie. Mais je ne crois pas sérieux de dire à un homme qui vient avec une kippa, un papa qui vient avec une kippa, ou à une maman qui va avec un foulard, rentrez chez vous. Les enfants, vous savez, à la sortie de l'école, Monsieur Tréhard, et vous le savez comme moi, les parents sont comme ils sont. Donc ça n'est pas du prosélytisme religieux. Mais j'admets que peut-être une manière aussi après de régler les choses, c'est de créer les conditions que toutes nos écoles aient du personnel public, mais les parents, lors d'une fête d'école, si vous avez déjà participé à une fête d'école, les parents ils viennent comme ils veulent, ils font des gâteaux. Il y aura une loi, un projet de loi est en cours de rédaction, de gestation sur la laïcité précisément. On appelait ça le séparatisme il y a encore quelques jours. C'est pas la même chose. Ce projet de loi sur la laïcité, puisque c'est ainsi qu'il est qualifié, vous le voterez? Écoutez, j'ai passé 2h30 à Place Beauvais avec Monsieur Darmanin. Ce projet de loi, je ne le connais pas, donc je ne sais pas. Évidemment, je ne vote pas des choses à ce stade que je ne connais pas. Il y a plusieurs sujets dedans. Il y a des sujets qui m'intéressent. Par exemple, s'il s'agit de dire, nous allons faciliter le fait qu'aujourd'hui, les lieux de culte musulmans sont organisés en loi 1901 et qu'il est bon qu'ils passent en loi 1905. Ça, vous êtes pour? Je suis favorable. 1901, c'est les associations. 1905, c'est séparation des églises et des États. Donc, je rappelle, si on veut faire de l'histoire, que par ailleurs, le Vatican ayant refusé la loi 1905, il y a eu une tension, il a fallu attendre 1920 que pour beaucoup de lieux de culte catholiques soient organisés par des associations dites diocésaines. Mais si on dit on veut tout remettre à égalité, moi je n'y suis pas fermé. Vous savez, je suis élu à Bagnolet, il y a une grande mosquée à Bagnolet, elle est organisée en loi 1905. Ça permet, il y a un commissaire aux comptes, tout ça est très clair. D'accord? Si c'est ça et d'autres choses, c'est oui. Par contre, s'il s'agit, on discutera. Monsieur Darmanin me dit, il faut des dispositifs anti-putsch au sein des associations qui gèrent les lieux de culte. Ouais. Ça peut apparaître séduisant comme ça, mais s'il s'agit de mettre la main dans la manière dont les fidèles s'organisent, je demande à voir le détail. Bref. Bien. À l'occasion, je termine là-dessus. C'est une dernière question. Non mais comptez sur. Non mais Yves Tréhard, ce débat qui va s'ouvrir le 9 décembre, présentation du texte en février, va nous passionner. Je serai moi personnellement avec Jean-Luc Mélenchon très présent dans ce débat, parce que renforcer la laïcité, oui. Et je fais une proposition d'ores et déjà. En 2 mots, la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire. Y êtes-vous favorable, Monsieur Tréhard? Vous voulez dire Alsace et Moselle, y compris Alsace et Moselle. Moi, je ne suis pas Yves, d'accord. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui nous font des leçons de laïcité, mais dès que j'ai une chose simple, moi, j'y suis favorable. Alors, deux petites questions. Soit une, soit deux, avec deux réponses rapides. Deux questions, mais qui appellent des réponses très courtes. Bon, alors ça va. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec Samuel Huntington, nous sommes dans un choc des civilisations?
Il ne faut surtout pas. Non, je suis contre cette idée. Par contre, nous sommes attaqués par une idéologie qui est l'islamisme, cet islamisme religieux, qui est aussi la résultante d'un grand chaos géopolitique ouvert par des guerres absurdes auxquelles les États-Unis d'Amérique, sur la base d'un mensonge, y avaient participé. Huntington est américain. Oui, non, mais j'entends bien. Mais ce choc des civilisations, je vais à l'essentiel parce que je connais cet ouvrage. Vous voyez que c'est pas rapide. Alors, une seule qu'il n'y a que des frontières sanglantes entre les civilisations. Et le républicain que je suis, qui pense qu'en raison de la laïcité, nous pouvons faire société avec nos concitoyens, quelle que soit leur couleur de peau et leur religion, je continue à y croire. Et donc la France républicaine peut accueillir nos concitoyens, peut-être 2022, français. Parle français, tout le monde est français, mais catholique, protestant. D'accord. Dernière question. Le mois réponse d'octobre tire à sa fin et Jean-Luc Mélenchon, qui dirige votre parti, avait dit je me manifesterai, je me déclarerai pour l'élection présidentielle. Qu'en est-il ? Il va faire une déclaration prochainement, sans doute début novembre. Sans doute début novembre. Avouez qu'on traverse des moments quand même assez exceptionnels. Ce ne sera pas forcément mieux début novembre. Hein. Pour l'instant, le calendrier politique, nous avons prévu, n'est pas bousculé. Qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon, pardon. Il consulte, comme il a dit qu'il le faisait, c'est-à-dire des amis politiques, des intellectuels, des associations, des partis politiques. Vous lui avez dit d'y aller, vous ? L'idée, quoi. Alors moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il peut jouer un rôle utile, et à tel point que s'il était candidat, ça pourrait être utile. S'il était, c'est pas sûr. Dans cette affaire, il faut aussi qu'il y ait une décision personnelle qui soit prise. Et il y a des doutes ou il n'y a pas des doutes ? Ça n'est pas le moment du choc des égos. Chacune des personnes qui actuellement se disent « et si c'était moi, est-ce que j'y vais ?» doit se dire en quoi il est utile. Nous ne battrons pas, je termine là-dessus. Nous ne battrons pas Emmanuel Macron uniquement en disant « nous sommes les anti-Macron avec un programme qui tient sur un timbre-poste ». Nous le ferons si nous avons une majorité d'adhésion. Ce que nous avons aujourd'hui à combattre, c'est l'abstention populaire. Les gens en ont ras-le-bol. Il y a une colère qui monte. On va y revenir. Non, mais c'est le fond du sujet. Et c'est donc seulement une candidate ou un candidat qui fait adhérer les abstentionnistes, milieu populaire, à un projet positif, démocratique, on en parlait, d'autres institutions, parce que c'est le fond du problème. Et d'ailleurs, le président du groupe d'amitié France-Chili salue le vote de la constituante au Chili. Vous voyez que les questions démocratiques sont aussi liées aux questions sociales. Merci. Questions écologiques et questions sociales. Bien. Jean-Luc Mélenchon me semble avoir les atouts pour pouvoir le faire. C'est ça qu'il est en train de vérifier. Il n'y a pas de doute. Mais il est en train de le vérifier. D'accord. Et s'il y a toute une série de gens de notre galaxie qui disent OK, eh bien, il ira. Moi, je le souhaite. Je vais le formuler autrement. Jean-Luc, s'il est d'accord, il m'entend souvent, mais peut-être qu'il va devoir faire son devoir dans la situation. C'est-à-dire d'être celui, moi je vois au vu des éléments, qui finalement débloque une situation. Mais ça mérite encore d'en discuter, vous savez. Puis, je veux dire, il a déjà fait 2 campagnes, il a aussi le droit de faire le point sur lui. Enfin, du moins de sa volonté personnelle. Mais pas de s'arrêter. Je n'ai pas compris. Il a le droit de faire le point au bout de 2 campagnes. Non, il a le droit de faire un choix personnel. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement l'épée dans le dos que vous prenez une telle décision. Vous savez, ça veut dire que pendant 1 an et demi, mais c'est dommage, on n'a pas pu développer. Moi, je suis favorable à une campagne longue, précisément le Covid, précisément l'abstention. Le conseil que je donne à Jean-Luc, c'est... Vous voyez, Yves, on croit toujours que c'est court. Y compris contre l'islamisme, apparemment. Mais bien sûr. Merci. En avez-vous douté une seule fois, vous C'était parfait. Jamais. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Et à lundi. Vous savez qu'il y avait une conférence sociale aujourd'hui à Matignon et Jean Castex, le Premier ministre, a fait une annonce à l'issue de ces discussions. L'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage va être repoussée. On va écouter. J'ai annoncé aux partenaires sociaux, compte tenu de l'aggravation de la crise sanitaire, économique et sociale, un nouveau report de 3 mois de la réforme de l'assurance chômage, tout en leur indiquant clairement que le gouvernement n'entend pas renoncer à cette réforme majeure, pas plus qu'à toutes les autres réformes qui ont pour objectif de transformer, de moderniser notre pays, de le rendre plus fort et plus juste. Alors Alexis Corbière, l'assurance chômage, la réforme elle est reportée au 1er avril de l'année prochaine. Alors évidemment, vous n'allez peut-être pas dire que c'est assez, mais c'est mieux que rien ou... Oui, non mais moi, et notre émission avance à grands pas, moi je ne suis pas favorable à cette réforme. Je pense qu'elle baisse les droits. Donc il faut la supprimer. Voilà, moi je suis opposé à ça. Donc si on me dit qu'à l'heure actuelle elle n'est pas appliquée un peu plus tard, c'est déjà ça de prix, ça montre bien qu'elle ne correspond pas à la période et puis on rediscutera. C'est plutôt des paroles raisonnables, je ne peux pas dire mieux à ce stade. Bien. Et on va continuer la discussion, on verra, mais je ne peux pas... Sinon je serais une espèce de monsieur plus de la contestation qui ne ferait pas avancer le débat. Audition publique, c'est aussi le lieu de débat avec les parlementaires qui nous ont rejoints. Alors
Alors, 2 parlementaires comme d'habitude. Jérôme Bascher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de l'Oise et secrétaire de la Commission des Finances au Sénat. Vous allez nous parler, vous, tout à l'heure, de l'islamo-gauchisme. Vous allez y revenir parce que la droite tient aussi à ce thème et aux néonicotinoïdes. Ça, c'est un autre sujet, mais on peut parler de tout ici. Et bonsoir, Bruno Millienne. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Vous allez nous parler de la politique agricole commune, parce qu'il y en a une nouvelle maintenant depuis quelques jours, et du risque de réouverture de centrales à charbon. C'est ça. Mais on va y revenir en détail. Alors on commence par ordre alphabétique, c'est comme ça qu'on fait. Jérôme Bascher, l'islamo-gauchisme. Oui, Alexis Corbière, je vous ai entendu tout à l'heure, juste avant, avec Yves Tréhard, dire oui, les couches populaires sont révoltées et ne vont plus voter. Est-ce que vous ne pensez pas que le mot islamo-gauchisme correspond aussi à une révolte populaire, au sens où l'islamo-gauchisme, peut-être, c'est un terme que vous réfutez, mais moi j'ai compris que c'était un peu les méthodes d'entrisme que l'islamisme, pas l'islam, l'islamisme, utilisé dans les associations, dans les quartiers, se faisant passer pour, j'allais dire, des gens proches des gens les plus malheureux, parce que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et derrière, ayant un projet politique, vous savez, le fameux entrisme trotskiste. Est-ce que vous comprenez cette expression d'islamisme politique et donc d'islamo-gauchisme? Je crois que vous mélangez 2 choses. Qu'il y ait dans les quartiers des associations confessionnelles qui font un travail qui devrait être fait par des associations laïques, c'est une réalité. Que notamment des associations culturelles, de soutien scolaire ne sont plus présentes et que toute une série de gens profitent de ce manque pour parfois le faire avec des arrière-pensées religieuses, c'est une réalité. Et je le déplore. Et je pense que nous devons nous réinvestir les quartiers par des centres de quartier, des associations, etc. Et il y a parfois même, avouons-le, un clientélisme de la part d'élus, des municipalités qui bien souvent préfèrent négocier ou pour avoir acheté des voix aussi. Vous savez, comme il n'y a pas beaucoup de participation vis-à-vis de certaines organisations confessionnelles. Alors je vais vous mettre à l'aise, comme on nous a fait le reproche, la France Insoumise ne dirige pas de mairie. Par contre, je peux vous faire la liste. Non, vous ne dirigez pas beaucoup d'exécutifs d'ailleurs. D'accord, on ne dirige pas de mairie, mais patience, ça viendra. Mais donc par contre, je peux vous faire la liste de toute une série de partis qui nous font la leçon sur le fait que eux, quand ils étaient en responsabilité, étaient assez clientélistes, notamment parce qu'il a été virulent. J'ai cité Monsieur Valls, qui ne s'est pas fait connaître à Évry comme étant un homme tout à fait clair sur ces sujets. Vous avez aussi cité Gérald Darmanin, parce que et Darmanin, vous avez un LR en face de vous. Je vais vous dire une chose. Moi, comme élu, et j'ai pris le soin de m'en expliquer vis-à-vis de tous les responsables de culte. Je n'ai jamais mis les pieds à une cérémonie religieuse, notamment quand on fête l'iftar. Est-ce qualité? C'est votre choix. Non, mais alors, par contre, toute une série d'élus, je vais utiliser un mot trivial, viennent draguer les électeurs en disant, notamment, lorsqu'il y a des fêtes religieuses. Je ne le fais jamais, d'accord? Mais l'islamo-gauchisme, donc, vous n'en parlez pas. Non, mais si, parce que ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un mot que vous peinez à définir, moi-même je ne sais pas ce que ça veut dire, l'islamo-gauchisme. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez peut-être préciser. Alors peut-être, alors est-ce que vous allez préciser? Non mais peut-être est-ce que les déclarations de votre collègue député, Clémentine Autain, qui sont reprises aujourd'hui par un média proche des frères musulmans en Tunisie, hein, vous lisez, c'est un très bon article du partenaire Le Figaro. Donc c'est quoi ce média par ailleurs? Même. Alors je ne sais pas le dire en arabe. Moi j'ai regardé. Excusez-moi. Non, mais je sais bien. Non, mais c'est mon grand regret de ne pas parler arabe. Alors, non, mais je ne fais pas reproche parce que moi j'ai cherché. Moi aussi j'ai vu ça. C'est un média assez inconnu et confidentiel qui recycle des déclarations de Michel Onfray. Oui, et de Clémentine Autain notamment, en disant qu'on a quand même un problème en France, dans ce pays qui est devenu fou à cause de ce que l'on dit sur l'islamisme. Et c'est ça pour vous l'islamo-gauchisme? Et qui reproche à la classe politique d'être contre l'islam. Vous savez, c'est ce genre de déclaration qui permet de dire c'est ça l'islamo-gauchisme et refuser de dire ce qu'est l'islamisme en France. Alexis Corbière. Tout à l'heure, je vous ai entendu, vous n'avez pas défini vous-même, dire je ne vais pas le faire moi. Et c'est peut-être cette petite complicité intellectuelle. De définir l'islamisme et ce qu'est l'islamisme. Attendez, vous pensez que je suis complice avec l'islamisme? Je ne dis pas complice, mais à un moment quand on laisse faire et que forcément parce que... Je vous ai cité par exemple tout à l'heure, puisque vous m'écoutiez, je vous en remercie, 2 membres du gouvernement qui ont fait des choses avec le CCIF. Sont-ils complices avec l'islamisme? Non, je ne... Ensuite, je vais vous parler d'une chose, c'est le soft power de l'Arabie Saoudite sur la vie politique française. Qui fait des affaires avec l'Arabie Saoudite? Les gouvernements actuels, les gouvernements précédents. Nous, on n'a jamais été en responsabilité. Par contre, l'Arabie Saoudite finance, y compris dans les quartiers, beaucoup, notamment de Coran, etc. Qui a accepté ça?
Qui laisse aujourd'hui, dans le cadre de cette terrible guerre du Yémen, par exemple, vend des armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, ce que je combats et je m'y oppose. Donc vous voyez, il y a une diplomatie. C'est très bien, c'est des propositions de loi que nous proposons et je suppose que vous les voterez lorsqu'elle arrivera au début décembre. Moi, je vais vous parler de l'islamo-capitalisme. L'islamo-capitalisme, vous savez ce que c'est l'islamo-capitalisme? C'est faire du business avec des monarchies réactionnaires qui fouettent les opposants, qui fouettent les blogueurs. Et avec lequel, malgré le fait qu'ils fouettent les blogueurs, notamment M. Ben Salman, quand il a été reçu à l'Élysée par M. Macron, c'est de l'islamo-capitalisme, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, et je termine par une chose, comme vous êtes un humaniste, vous allez dire, vous êtes d'accord avec moi, quand on tire sur une mosquée française à Bayonne, vous protestez. Je proteste. Nous aurions dû manifester. Dès qu'on attaque. Nous aurions dû manifester contre cela. Bien sûr. Moi, j'ai manifesté le 10 novembre. Voilà. Alors, Bruno Millienne. Donc ça, c'est pas une complaisance avec les églises qui le sont bien plus souvent. Oui, moi, vous savez, j'aime l'histoire française et notre patrimoine, et je suis pas pour qu'on touche au lieu de culte. Bruno Millienne, vous allez nous parler d'autre chose. Oui. On va les pieds sur terre, on va dire comme ça. La nouvelle politique agricole commune. La nouvelle politique agricole commune. Avant de vous parler, Bruno, Millienne, moi je combats l'islamisme et je suis un républicain laïque et je ne l'accepte pas, je suis un type pour mon pays, que les choses soient claires. Bruno Millienne, alors la politique agricole commune. Moi je dois reconnaître au moins une chose à la France Insoumise, même si je ne suis pas toujours d'accord avec la façon qu'ils ont d'y aller. On poursuit des objectifs communs en termes d'écologie. Moi, je voudrais avoir votre avis sur ce qui est tombé sur la nouvelle PAC qui va arriver. Alors, les négociations ne sont pas toutes finies, mais il y a eu quand même des progrès considérables, notamment en termes d'écologie, de transformation agricole qui, pour le coup, est appliquée à l'ensemble des pays européens et pas chacun comme il veut chez lui. Moi, je voulais avoir votre avis là-dessus et savoir si vous approuvez. Alors, cher Bruno Millienne, vous allez prendre en défaut. Je suis moins spécialiste que vous de cette question-là. De ce que je comprends, non, mais je vous le dis. En plus, vous savez, je reconnais. Non, mais on peut apprendre des choses ensemble. Voilà, je reconnais mes faiblesses et je ne suis pas omniscient. Moi, de ce que j'ai vu de cette PAC à ce stade, c'est qu'elle ne rompt pas justement avec des aides publiques. La PAC, c'est 30% du budget de l'Union européenne, c'est quelque chose de très important. Elle ne rompt pas avec le cycle infernal dans lequel nous sommes engagés depuis des années. 4 millions de fermes ont été fermées depuis une vingtaine d'années. Un suicide sur 2 chez nos paysans. Un modèle productiviste de l'agriculture, des aides qui ne sont pas conditionnées à ce qui est des transitions. Si, justement. Ce ne sont pas les éléments que j'ai vus, voilà. Bon, alors si justement, il y a déjà 30 à 35% des aides de la PAC qui sont soumises à des clauses environnementales. Et les pays vont avoir, pour recevoir ces aides, vont devoir prouver sur les objectifs qu'ils ont bien respecté un certain nombre de choses. Alors c'est jamais suffisant, Alexis Corbière. Je suis d'accord avec vous. On aurait dû aller beaucoup plus vite déjà depuis très longtemps. Que sur les objectifs qui avaient été fixés, j'ai noté à la va-vite, sachant que vous veniez, 50% du recours des pesticides, moins 50% du recours des pesticides en 2030, moins 25% sur des surfaces bio en 2030. C'était les objectifs. Ils ne sont pas dans cette PAC. Est-ce que je dis des bêtises? Oui, mais 30% des aides devront récompenser les pratiques environnementales. Est-ce que je dis des bêtises? C'est-à-dire que sur les objectifs précédents qui avaient été fixés, ils ne sont pas respectés. Ils sont pour l'instant pas respecté, merci, mais c'est... Voilà. Non mais, c'est la raison pour laquelle j'en suis là, moi. Non, mais attendez. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire que ça va pas assez vite. Maintenant, je voudrais aussi que, quand on est dans une confrontation sur l'écologie, on puisse aussi reconnaître ceux qui avancent et qui n'avaient jamais avancé aussi vite jusqu'à maintenant. C'est comme le plan de relance, même si je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous ai écouté, mais ce qu'a fait l'Europe en termes de plan de relance, de mutualiser la dette, ça ne s'était jamais vu. C'est la première fois que ça se fait. Moi, je voudrais au moins qu'on reconnaisse ça. Après qu'on pousse et qu'on continue à pousser pour aller plus vite. Et vous le savez très bien, nous sommes dans l'hémicycle ensemble, et vous savez très bien que je pousse certaines choses qui vont plutôt dans votre sens, pas la même façon de faire. Mais je vous respecte, voilà. Pas de problème. Non mais écoutez, si vous me prenez à défaut, non, mais en plus je le dis sincèrement. Moi, il me semble que cette PAC ne respecte pas les objectifs qui avaient été fixés. Je viens d'en citer 2, d'accord. Deuxièmement, il s'est quand même accompagné, et là ça devient piquant parce que vous vouliez qu'on parle des néonicotinoïdes. Non, tout à l'heure avec Jérôme Bachelard. Pas avec vous, pardon. Sur le fait que malgré tout, il y a toujours un pas de deux qui consiste à dire voilà, mais en vérité on peut pas faire autrement, donc on réintroduit des produits particulièrement dangereux. Donc à ce stade, au niveau européen, de mon point de vue, pour ce qui est de cette PAC, le compte n'y est pas et elle ne rompt pas précisément avec le modèle productiviste. Alors comme les choses sont bien faites dans l'audition publique, on va parler des néonicotinoïdes. Excusez-moi que c'était... Non, mais parce que c'est Jérôme Bachelard qui veut vous interroger là-dessus. Non, absolument pas. Absolument. Et il veut vous interroger là-dessus, parce que c'est un débat qui va revenir au Sénat, justement. Oui, vous l'avez voté tout à fait récemment. Enfin, vous l'avez voté à l'Assemblée nationale. Oui, parce que LFI a voté contre. Et j'aimerais comprendre la logique qui sous-tendait pour vous ce vote négatif, sachant que moi je vais le voter, la réintroduction que sur les graines de betterave sucrières.
Je le précise très clairement parce que c'est extrêmement important. Et j'aimerais savoir finalement pourquoi vous êtes contre, juste pour cette exception. Parce que c'est un produit extrêmement dangereux, 7927 fois plus dangereux que le DDT qui a été interdit, que tous les spécialistes s'accordent à dire que de toute manière, à partir du moment où il est diffusé sur un produit, il s'irrigue dans les sols et qu'il n'est pas vrai qu'il peut être, segmenté uniquement à un endroit, que ça participe à la destruction de la biodiversité, que le problème que nous avons aussi, c'est tous nos animaux pollinisateurs qui leur réduction significative. Ça ne touche pas la betterave. Mais il y a très peu de fleurs de betterave. Ça touche tous les spécialistes Il n'y a pas de fleurs de betterave. Les plantes mellifères, donc l'abeille, vous n'avez jamais vu. Vous dites là, on n'a jamais vu une abeille. Non, mais c'est contesté par certains. On n'a jamais vu une abeille dans un champ de betterave. Il y a une unanimité scientifique sur les dégâts qui sont faits par les néonicotinoïdes. Et sur les fleurs. C'est une unanimité scientifique. Je sais bien que les lobbies mais non, c'est pas les lobbies. Mais tout le monde s'accorde à le dire. Ce n'est pas que les lobbies. Alors ensuite, les agriculteurs ont aussi une petite habitude. Mais je sais, vous savez, je suis petit-fils de viticulteur. Très bon choix. C'est même pas un choix. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un sujet qui est vrai, c'est que ceux qui travaillent dans la filière nous disent, mais Monsieur Cabrera, vous êtes gentil, mais aujourd'hui, vu que rien n'a été fait en termes de recherche pour utiliser un autre produit, d'accord. Donc il me semble que là aussi, c'est une défaillance qui a été faite. C'est la même discussion que sur le confinement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un vote précédent, je passe sur le cynisme du fait que l'actuel ministre de l'écologie était la même. Non, ce qui n'aide pas, si vous voulez, pour nos agriculteurs à trouver qu'il y ait c'est-à-dire que passer d'un côté à la France à la République en marche, ça vous permet de faire des grands écarts très souples. Surtout sur un sujet fort, c'est-à-dire que vous pouvez pas être celui qui porte l'amendement. Oui, pardon, précisez. Qui était ministre sous François Hollande, qui avait interdit les néonicotinoïdes. Elle était Europe Écologie Les Verts. Elle est En Marche maintenant. Elle est ministre et elle réintroduit les néonicotinoïdes. J'ai bien résumé. Il faut être très souple intellectuellement. Oui. Et je me doute qu'un agriculteur moyen se dit c'est insupportable ce cynisme. Pour toutefois, il me semble, là encore avec beaucoup de modestie, que la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il y avait des produits de substitution qui existaient pour essayer de se passer des néonicotinoïdes et qu'aucune recherche significative n'a été faite. Rien n'a été fait. Et qu'à partir du moment où vous mettez les gens dans une situation. Il faut contraindre les chercheurs, et c'est pas ce que vous avez voté dans la loi de programmation de la recherche. Mais pour autant, ça ne signifie pas qu'il faut accepter, parce que vous savez, c'est la même discussion qui aura lieu sur d'autres produits. Il y aura toujours une bonne raison économique sur le fait qui amène à ce que nous reculions sur nos objectifs écologiques. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bruno Millienne? Juste 2 points par rapport aux pollinisateurs et aux abeilles. D'abord, pour vous dire qu'une des régions où il y a le plus de production de miel, c'est quand même la Haute-Marne, qui est une très grande région productrice de betteraves, et que je sache, le miel en Haute-Marne n'a pas le goût de betterave, donc ça c'est juste pour vous dire qu'ils ont multiplié leur production par 4, ça c'est première chose, donc ça ne touche pas. Et deuxième chose, les produits qu'on a mis, alors vous n'y êtes pour rien, parce que l'ANSES à l'époque avait donné un avis favorable à ces produits-là, sont bien pires, parce que c'est des bombes à mouches, vous savez ce que c'était, les anciennes bombes qu'on avait et qu'on mettait chez nous, c'est exactement la même chose, mais ça, à l'échelle d'un champ. Compléter et apprendre quelque chose. Voilà, puisque simplement. Vous avez la parole, vous voulez vous parler du risque de réouverture de centrales à charbon? C'est même plus un risque. Puisqu'on l'a vu aux actualités, il y en a au moins Saint-Avold à redémarrer pendant quelques heures. Donc toute la question que je me pose à ce niveau-là, parce que c'est vraiment un risque. Moi, je suis à peu près comme tout le monde. J'ai une conscience vraiment aiguë du danger des déchets radioactifs, comme tout le monde. Pour autant, aujourd'hui, l'énergie décarbonée, la seule qu'on ait, c'est l'énergie nucléaire. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite dans la fermeture de Fessenheim, alors que nos énergies renouvelables n'étaient pas en mesure de compenser finalement cette centrale qu'on avait fermée? Ça, c'est un des grands sujets qu'on a porté lors de l'élection présidentielle. À la fois, nous portons l'idée qu'il faut sortir du nucléaire, mais évidemment, aucun esprit sérieux ne peut croire que ce qui d'ailleurs a garanti notre indépendance énergétique à une époque, grâce à une vision, c'était le général de Gaulle pour faire simple. Très bien. Nos ingénieurs français ont travaillé là-dessus et ça nous a garanti une indépendance énergétique et même nous avons vendu du nucléaire. Seulement aujourd'hui, tout le monde en vérité. Ceux qui utilisent des centrales à charbon. Évidemment. Mais quand on a une certaine vision, un grand projet pour la France, on peut se dire que cette grandeur-là que nous avions à une époque, on pourrait la mettre au profit aujourd'hui pour comment nous allons vers une transition énergétique. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais comment on met tous nos ingénieurs, nos savants, on les met au service du fait que nous allons sortir du nucléaire. Parce que le nucléaire a certains avantages, mais il a quand même pour problème, notamment les déchets nucléaires qui posent un problème de fond. Absolument. Et une centrale nucléaire, même si nous avons des centrales nucléaires. Mais est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, disait Bruno Millienne? Non, mais peut-être que ce qui n'est pas fait véritablement dans ce pays, c'est la transition vers d'autres sources d'énergie. Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de décliner par la campagne présidentielle une politique de la mer, notamment se tourner vers l'énergie maritime, fabriquer des turbines, mais tout ça, elle n'existe pas vraiment ou de manière Elles ne sont pas encore très
balbutiante. Mais si on a confiance dans notre pays et l'intelligence de ce pays, si on dit voilà l'objectif que nous nous fixons dans les 30 ans qui viennent, sortir du nucléaire. Dernier mot. Là, pour le coup, je vais être d'accord avec vous. Donc, ça non, mais donc, par contre, et moi, là où je suis d'accord avec vous, cher Bruno Binienne, c'est que pour ça, il faut contraindre les chercheurs, et c'est pas ce que vous avez défendu pendant la loi de programmation de la recherche. Juste pour terminer sur l'énergie. Il y a un moment où, quand on a, je dis pas que c'est vous, mais il y a certains discours écologistes qui ont quand même freiné le développement des énergies renouvelables. On peut pas vouloir des éoliennes et refuser leur implantation sous prétexte qu'il y a un couloir de passage d'oiseaux migrateurs. Forcément, c'est là qu'il y a du vent. Il y a des contradictions. Voilà, il y a toutes ces contradictions-là qui sont... Il n'y a pas que l'éolienne, j'ai dit l'énergie maritime, Mais même le photovoltaïque. Vous savez, juste pour conclure, je ne sais pas si vous le savez, mais une zone d'activité commerciale qui remplit ses toits de panneaux photovoltaïques. Qui ne sont plus fabriqués en France, d'ailleurs. Non, il y en a en France. Pas beaucoup en Chine. On les a laissés partir en Chine, ce qui est pas malin. Il y en a qui sont très très bons. Et elle ne le fait pas, vous savez pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain nombre de mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur un toit de zone industrielle commerciale, vous passez en société de production d'énergie et c'est pas la même fiscalité. Vous voyez qu'on a quand même des aberrations. Bien. Alors si vous voulez porter ce combat, je vous suis. C'est vous qui êtes dans la majorité, mais moi, je soutiendrai les bons combats. C'est plus facile. Jérôme Bachere, Bruno Millienne, merci d'être venu sur le plateau d'édition publique pour débattre avec Alexis Corbière. On fera mieux la prochaine fois. C'est vrai, vous pouvez, je vous confirme. Mais non, mais on est très masculin, uniquement. Je m'implique. Mais vous avez raison. Merci en tout cas quand même d'être venu. Merci. Je voulais aussi vous poser une question parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Gérald Darmanin a dit que le capitalisme avait une part de responsabilité dans le communautarisme en France en vendant des produits halal et kasher. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Je trouve qu'il... Rapidement. Rapidement. Pardon. Il manque de sensibilité à ce sujet. La question religieuse, moi je suis professeur d'histoire, vous savez, même en 1905, quand le rapport de force était dur avec l'Église catholique, et vous-même quand on a mis en place les lois Ferry sur l'école, on faisait en sorte que le jeudi, les parents puissent amener leurs enfants. Bon, et là-dessus, sur cette phrase. Non, alors ce que je veux dire, c'est que prendre le sujet, après un drame affreux, où un enseignant s'est fait décapiter, faire un lien, même si M. Darmanin est un peu plus stupide que ce que je suis en train de dire, mais qu'en gros ça commence au supermarché quand on achète du kasher ou du halal, ça n'est pas malin. Ah, voilà ce que je veux dire. Bien que il faut... Vers quoi il veut nous amener? J'espère que... La laïcité, c'est pas la police de l'assiette. D'accord? On peut vivre tous ensemble, mais je vais vous dire, moi, ce qui me pose plus de problème quand j'invite des copains à la maison et des copines, c'est souvent que les copains sont devenus végétariens, t'as préparé un plat, donc on a du mal à tous manger ensemble. Ça, c'est autre chose. Non, mais c'est le sujet. Non, mais c'est le sujet que nous dit Monsieur Darmanin. J'imagine dans son esprit, c'est que la table est un moment de partage. La table est un moment de partage culturellement, et il faut qu'elle le reste. Et il a pas envie, comme moi, que tous on mange selon nos convictions spirituelles. Mais c'est tellement un sujet sensible que ça se fait pas avec des gros sabots comme il l'a fait, et les gens l'ont pris comme une attaque, et en gros se sont dit mais quel est le il y a la réponse. Tu achètes mon produit caché. Il y a la réponse. Allez, que le capitalisme fasse de l'argent avec tout, je suis d'accord. Bien, on va faire un détour maintenant par le Figaro Live. Où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent, parce que vous allez nous dire ce qui a été commenté du côté de chez vous et du Figaro Live dans la journée. Alors parmi les articles très commentés sur le site du Figaro, il y a cette étude de la Fondapol qui révèle que près de 8 Français sur 10, 79% très exactement, sont prêts à la prochaine présidentielle à s'abstenir, à voter blanc ou à voter pour ce qu'on appelle un candidat protestataire type Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Quand on regarde de plus près, ce qu'on appelle le noyau dur est plus solide, 3 fois plus solide chez ceux qui veulent voter Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alexis Corbière? Qu'il y a beaucoup de boulot devant nous, et qu'il faut du temps pour faire campagne, et que si d'aventure Jean-Luc Mélenchon décidait d'être candidat prochainement, ça lui donnerait 18 mois pour faire campagne, parce que l'objectif, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de campagne où l'électeur placé dans un état de sidération en fonction d'un personnage nouveau apparaissant comme un champignon après la pluie, tel que peut-être qu'on l'avait vécu la dernière fois, ça ne marchera pas. Il y a des gens qu'il faut convaincre, il faut prendre du temps. Voilà. Et ce que vous avez dit qui me semble important, c'est que le premier comportement électoral, notamment des milieux populaires, à l'heure où nous parlons, c'est l'abstention. Les gens sont dégoûtés. Donc il faut travailler. L'étude de la Fondapol, c'est le risque de l'abstention, justement. Oui, c'est exactement le risque de l'abstention, mais également, ce qui n'est pas un risque, mais en tous les cas un pronostic, c'est le vote pour un candidat protestataire. Quand vous parlez il y a beaucoup de travail pour vous, à quel type de travail faites-vous allusion? Là, il y a un internaute qui dit... Mais une campagne, je vais vous dire, une campagne, c'est convaincre.
Le travail que nous avons à faire, c'est la noblesse de la politique, c'est convaincre. Enfin, je termine sur une chose. Moi, je ne suis pas un candidat protestataire. Même Madame Le Pen, elle a un projet politique. C'est un peu facile de latéraliser la vie politique, en gros, entre ceux qui seraient les proposants et ceux qui seraient uniquement protestataires. Nous sommes de ceux, même si qui ne nous apprécient pas le remarque, à l'Assemblée nationale, à travailler, à faire des propositions, à proposer des amendements. On peut considérer. Donc, déjà, ce vocabulaire est de l'ordre du déni. En gros, il y aurait les gens sérieux, ceux qui gouvernent, et les protestataires qui, évidemment, n'ont aucune proposition à faire. Vous voyez que dans le choix des mots, il y a déjà une idéologie politique. Alors, Vincent, merci. On ne va pas lancer le débat maintenant parce que c'est la fin d'audition publique. Non, mais il ne fait que relayer, Vincent. Merci Alexis Corbière d'avoir participé à Audition publique. Audition publique revient en direct lundi à 19h30. Bonne soirée.